Quand on peut commencer? Alors c'est bon, on va commencer. Shalom à tous. Bienvenue, on se retrouve aujourd'hui avec une réception d'Alil Mode. Aujourd'hui, on part à la recherche du bleu perdu avec Ariel Assaf. Alors pour l'instant, les micros, je vais les laisser fermer. Si vous avez des questions, peut-être les poser sur le chat, ça sera plus simple. À la fin, on ouvrira les micros. Voilà, bon courage à tous. Bien, alors je commence tout de suite. Là, je vais commencer par juste partager mon écran avec vous de façon à ce que vous voyez le diaporama. Voilà, ça arrive. Et c'est parti. Là, il y a même la musique. Bien, alors on a effectivement mis la musique des aventuriers de l'Arche perdue. C'est pas de l'Arche perdue qu'on va parler aujourd'hui, on va parler du bleu perdu, du Trélet, ce bleu antique de Tzitzit. Et on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Alors, bienvenue à cette conférence. J'ai voulu dédier cette conférence à un très grand ami, Jean-Marc Taubois, qui était malheureusement emporté par le corona en mars cette année. Jean-Marc était un pasteur évangélique, un grand érudit, un grand ami défenseur d'Israël. Il avait une revue, Keren Israël, on voit là le dernier numéro qui parlait de la migration des oiseaux en Israël. Et je voulais lui dédier cette conférence. Et nous commençons. Alors, n'ayez pas peur, il y a beaucoup de textes en hébreu, mais ce qui est important, je le traduis en français. Ce qui est un peu important, c'est pour moi, je laisse tomber. Donc, n'ayez pas peur du fait qu'il y a beaucoup de textes en hébreu. Pour ceux qui ne sont pas hébraïsants dans le groupe, je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas hébraïsants. Bien. Alors, tout d'abord, la Torah nous enjoint dans la paracha qu'on va lire cette semaine, et c'est pour ça que j'ai choisi ce thème pour cette semaine, V'natnu al tzitzit hakanaf petil techelet, que nous devons mettre sur le tzitzit, sur le coin de la vie, un fil de techelet. À l'époque, on n'a pas besoin de dire ce que c'est le tchelet, tout le monde sait de quoi il s'agit. Nous, aujourd'hui, on a un petit peu oublié ce qu'est le tchelet, il faut qu'on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et le Talmud nous explique, Rabbi Meir disait, pourquoi ce tchelet est spécial? Parce que le tchelet a une couleur qui rappelle la mer rappelle le firmament, le ciel, et le ciel nous rappelle le trône de gloire de Dieu. Et donc, en voyant ce tzitzit qui est accroché à nos vêtements, nous nous rappelons de la présence de Dieu et des mitzvot. La Torah avait dit, vous regardez ce tzitzit et vous vous rappellerez de tous les commandements. Et de nouveau, le Talmud nous dit, Tanu Rabbanan, chilazon zé, cet animal, ce chilazon, on ne sait pas ce que c'est pour l'instant, il ressemble à la mer et il ressemble à un poisson et il monte sur la terre ferme une fois tous les 70 ans et avec son sang, on colorie le trélet et c'est pour ça que le trélet est très cher. C'est assez sibyllin. Est-ce qu'à partir de ces indices, on peut identifier quel est le trélet? Je biglerai un peu moins dans le côté, parce que je regarde deux écrans à la fois. Voilà. Alors, où est-ce qu'on se sert du tchelet dans nos sources? On a du tchelet dans le Mishkan, dans le tabernacle, énormément de tchelet, dans les tentures, dans différentes utilisations, dans les habits des prêtres, surtout dans l'habit du grand prêtre, qui avait un manteau en tchelet, qui avait des fils de tchelet qui attachaient son diadème. Quand le Mishkan voyageait dans le désert, alors on emballait les ustensiles, l'arche d'alliance avec l'état de la loi était emballée dans un béguet de tchelet, dans une tenture de tchelet. Donc, c'est les utilisations au niveau du Mishkan. Après, bien sûr, le tzitzit que chaque juif porte, j'en ai parlé. Ézéchiel nous parle des princes et des gens importants qui portaient des habits de tchelet. Et quand Mordechai, à la cour du roi Assuérus, dans le livre d'Esther, quand Mordechai reçoit la charge de Haman, son ennemi juré, le texte nous dit Mordechai yatsam lifnamener bilbush malchut tchelet bachur, il est sorti avec un habit de tchelet. Donc c'est l'habit des rois, l'habit du sacerdoce, des grands prêtres, et on va essayer de comprendre pourquoi. Là à gauche, je vous montre une image, une peinture qui représente le grand prêtre. On voit son manteau en tchelet. Le tchelet qui est aussi sur sa coiffe. Et à droite, un roi en tchelet, c'est Hugues Capet, un roi de France, puisque le tchelet, c'est l'habit des rois et des puissants. Donc, dans le côté rituel au temple, et comme disait Ézéchiel, les rois, les puissants, Mordechai, portent du tchelet. On va tout de suite comprendre pourquoi ce sont ces gens qui portent du tchelet.
avant de rappeler pourquoi ce tchelet est cher, un petit rappel du texte de nouveau de Shemot dans l'Exode qui nous dit, quand il parle des coloris qu'il faut donner pour des offrandes qu'il faut amener pour construire le Mishkan, le tabernacle, alors il demande au verset 4 des offrandes de colorants, Tchelet, Argaman, Tolat Shani. Il y a 3 colorants qui sont cités ici, et j'amène l'explication traditionnelle. Tchelet, Ibn Ezra dit que c'est la plus noble des couleurs. C'est la plus noble des couleurs, le tchelet, sans qu'on sache exactement de quelle couleur il s'agit. Argaman, il nous le traduit en arabe, argouan, c'est la pourpre. Et Tolat est quelqu'un qui a un micro ouvert, pardon. Malachis, tu peux le fermer. Et Tolat Meshi, c'est un autre rouge, on va tout de suite en parler. Donc on a une couleur tchelet, apparemment bleue, une tchelet argaman pourpre et une tchelet Tolat Shani rouge. Je mets tout de suite le Tolat Shani, le rouge de côté, c'est le rouge cramoisi. Tolat Shani, c'est le nom de la. Tolat veut dire un vert, en fait, c'est la cochenie. C'est le colorant 120 jusqu'aujourd'hui, E120, on s'en sert. Et il donne une couleur qu'on appelait le rouge cramoisi. Je laisse de côté, ce n'est pas ça qui nous intéresse. On revient au bleu du Tchelet, dont le Talmud nous avait dit qu'il ressemble au bleu de la mer. Mais il est très rare, il monte sur la terre ferme une fois tous les 70 ans, et c'est pour ça qu'il est très cher. Alors juste une étude moderne a prouvé que si on pêche 20 000 mollusques de murex, on expliquerait pourquoi après c'est de lui que vient cette couleur, vous voyez à gauche le mollusque, à gauche de la teinture de laine, avec 20 000 coquillages, vous faites 2 grammes de colorant. Et avec ces 2 grammes, vous pouvez teindre 1 kilo de laine. Ce qui fait qu'à l'époque, 1 kilo de laine valait 20 kilos d'or pur. C'était vraiment très très cher, ce qui nous explique quand on a parlé que c'est l'habit des puissants, l'habit des nobles. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert, je vais de nouveau fermer les micros, ça nous évitera. Pardon. Ça c'est moi, je me suis trompé, Ok. Bien, donc c'est un colorant très cher. À gauche, on voit une image phénicienne qui montre la découverte du Tchelet sur les côtes de Phénicie. Donc c'est à Tyr au Liban aujourd'hui, qui est la capitale du Tchelet. On voit, d'après la mythologie phénicienne, un chien qui se promène sur la plage et qui a croqué dans un coquillage qui est à ses pieds, et après il se teint de rouge, et ce rouge va devenir pourpre, et c'est la découverte, les dieux qui ont donné le pourpre aux hommes. Nous, on connaît effectivement le fait que c'est un coquillage marin par le biais du Midrash et du Talmud. Le Talmud nous dit que Zevulun, qui était parti la côte au nord d'Israël, de Haïfa vers le sud du Liban, Amar Zevulun Zevulun est venu se plaindre devant Dieu, maître du monde. À mes frères, tu leur as donné des territoires avec des champs fertiles, avec des vignobles, et moi, tu ne m'as laissé que des montagnes et la mer. Et Dieu lui répond, mais tous ont besoin de toi parce que sur ta côte, la plaine côtière où tu t'es installé, il y a là-bas quelque chose qui est caché dans le sable. Sfounet Munechol, c'est Safoun et Tamoun, c'est caché dans le sable et tout le monde en a besoin. Et Rabbi Yosef nous explique, Sfounet, c'est le chilazon, c'est ce fameux coquillage qui donne le tchelet dont tout le monde a besoin, puisque c'est la couleur, la couleur de la noblesse, la couleur des puissants. Et juste au passage, je ne veux pas m'étendre là-dessus, le chol, le sable, dit la Talmud, c'est de là qu'on sort aussi le verre. Effectivement, la verrerie était quelque chose qui vient de la même région, développée à partir du sable du littoral. Bien. Attends, je suis là, j'écoute. David, éteins ton micro, s'il te plaît, merci. Bien. Malachi, tu peux bloquer les micros parce que moi j'ai un problème pour bloquer les micros, il ne me permet pas de le faire à moi-même. Si je peux le faire en fait. Il faut que je revienne à là. Show vidéo. Où est-ce que je peux voir tout le monde? Non, je ne veux pas le faire parce qu'il faut que j'éteigne la matzaguette. Bien, le texte de la Bible au niveau des livres des rois nous dit que quand le roi de Babylonie, Nabuchodonosor, a détruit Jérusalem et que son chef d'armée, Nebuzaradan,
emmène les Judéens en exil. Le texte nous dit, Umidala Ta'am, le bas peuple, il les a laissés, Shir Rav Tabachim, le Kormim ou le Yogvim, qu'il a laissé le bas peuple, comme on traduit dans les bonnes Bibles, comme vignerons et comme laboureurs. Mais pourquoi laisser justement les vignerons et les laboureurs? Les rabbins nous expliquent de nouveau dans le Talmud, il ne faut pas lire Kormim comme vignerons, simples vignerons, mais les Kormim sont des vignerons très spéciaux, sont des agriculteurs qui cultivent le afarsemon, cette plante qui ne pousse qu'à En-Gedi et qui est le parfum le plus cher du monde antique. Je rappelle quelque chose qui n'est pas connu, mais En-Gedi, on produit l'afarsemon. À 20 km de En-Gedi, c'est Masada, Metzada, la dernière forteresse des Juifs pendant la révolte des Juifs contre les Romains. Là-bas, c'est la guerre à outrance des révoltés juifs contre les Romains. Et pendant ce même temps, à 20 km de là, à En-Gedi, il y a une garnison romaine qui protège les villageois pour que surtout la production du afarsemon ne s'arrête pas. C'est le parfum le plus cher de l'époque. Alors, on a le parfum le plus cher à En-Gedi et on a la couleur la plus chère sur la côte. Et ce même texte du Talmud nous dit, la Yogvim, c'est quoi les laboureurs? Ce sont en fait pas des laboureurs, ce sont les ramasseurs de chilazon, Misloma Shel Tzor ad Haïfa, ce sont les gens qui cherchent ces coquillages sur la plage entre Sulama Shel Tzor et Haïfa, donc sur la côte méditerranéenne, au nord de la côte méditerranéenne d'Israël. Là-bas, on trouve ce coquillage qui donne le colorant le plus cher de l'époque. Donc, c'était les deux grandes richesses d'Israël antique. Je reviens un petit peu à la côte phénicienne, aux Tyriens qui nous ont laissé à gauche une tablette écrite dans le cunéiforme ancien, je ne sais pas lire, mais il parle de Tachelet et de Argaman. Donc, on a parlé tout à l'heure des deux couleurs, le pourpre et le Trelet. Je ne traduis pas puisque c'est un mot qui n'a pas sa traduction. Donc, ces deux couleurs, on en parle dans une tablette déjà il y a 2500 ans. Et à droite, une pièce de monnaie tyrienne où dans le coin en bas à droite, on voit un coquillage et on voit le chien qui mord le coquillage. Donc, cette mythologie dont je vous ai parlé, du chien qui a découvert le pourpre, qui a fait la richesse de Tyr au Liban. Bien sûr, à partir de là, les Phéniciens, qui sont un peuple de marchands, un peuple canadien de marchands, vont autour de la Méditerranée ouvrir des comptoirs marchands. Et là, on voit un Phénicien avec son bateau derrière et il propose une tenture de pourpre, le argaman, puisque je dis le pourpre et le trelet sont très voisins, les deux viennent de ces coquillages et ils le vendent. Mais tout ça, on le savait bien. D'où est-ce qu'on le savait? Vous êtes tous des gens instruits, vous connaissez vos classiques et donc vous connaissez tous l'image que je vais vous montrer. Qui sort de Astérix Gladiateur, un des premiers Astérix, c'est pas le premier, non, c'est le second, enfin, un des premiers Astérix, où on voit là-bas Épidémaïs, le Phénicien, qui dit « Nous venons de Tyr en Phénicie, mon nom est Épidémaïs, vous voulez acheter du verre, des bijoux, des tissus, de la pourpre et des meubles. » C'est-à-dire que les Phéniciens sont les spécialistes de la pourpre depuis Astérix, on le sait. On le voit en haut, le texte biblique du livre des Chroniques nous dit que le roi Salomon avait demandé à Hiram, roi de Tyr, de lui envoyer des spécialistes, des artisans qui savent travailler le pourpre, argaman, le carmil ou trelet, donc le pourpre, le rouge cramoisi et le trelet. Donc on voit que c'est une spécialité tyrienne. Maintenant, j'ouvre un quiz, là maintenant, ouvert à tout le monde. Pour le premier prix, on n'a pas encore décidé, peut-être un week-end à Gaza. Si vous regardez, je n'ai jamais compris pourquoi Uderzo, qui est tellement précis dans ses dessins d'Astérix, est allé jusqu'à chercher l'écriture tyrienne ancienne, c'est l'écriture phénicienne, vous la connaissez, c'est le même alphabet que l'hébreu ancien, donc je sais le lire, il y a marqué Tyr, mais il y a deux erreurs dans ce Tyr écrit en phénicien ancien. Alors voilà, ceux qui veulent trouver, vous pouvez l'envoyer en chat à la fin de la conférence, j'essaie de voir qui a compris quelles sont les deux erreurs qu'a fait Uderzo dans ce Tyr, mais c'est bien d'y avoir pensé, d'écrire en phénicien ancien. Bien, nous continuons. On a des textes anciens qui nous parlent du trelet, de cette industrie du trelet. On a des textes en grec chez Aristote, on a des textes chez Pline l'Ancien, on a Strabon. Donc on a des textes, mais avec le temps, ce trelet va tomber dans l'oubli. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, vous demandez à un juif, à un rabbin, pourquoi il a des tzitzit qui sont blancs au coin de son habit, pourquoi le tzitzit n'a pas le trelet? Il te dit parce qu'on a perdu le trelet, on a oublié, on ne connaît plus, on ne sait plus. Mais pourquoi on ne sait plus? Alors on ne sait plus pour la raison suivante. Les Romains ont limité l'utilisation du pourpre et du trelet à la noblesse. Alors, vous voyez à droite un patricien romain
qui lui a une toge avec une bande pourpre sur son vêtement. Cette bande ici, la largeur de la bande montrait quelle était l'importance. Est-ce que c'est un noble? Est-ce que c'est un sénateur? D'après les bandes qu'il y avait, on pouvait identifier la noblesse du personnage. À gauche, vous voyez Jules César en train d'être assassiné par les sénateurs. Donc là, le peintre un petit peu économisé sur la peinture pourpre des sénateurs. Ils ont tous une bande pourpre sur leur toge. Mais vous voyez, César a un manteau pourpre entier. Et ça, c'est réservé à l'empereur. Il n'y a que le roi qui peut avoir une toge en pourpre ou en trélette. Peut-être aussi Brutus, qui est son fils, qui est à gauche. Mais le commun du peuple n'a pas le droit d'utiliser ces couleurs. Donc, il y a déjà un problème à l'époque romaine où on restreint l'utilisation du trélette uniquement à des charges de la noblesse et peine de mort pour un plébéien qui utiliserait ces couleurs. Alors, il va y avoir un édit d'Auguste, un édit reconduit par Néron, et de plus en plus, on restreint l'utilisation du trélette à Rome. Ça va encore empirer quand l'Empire romain va devenir l'Empire byzantin. L'empereur Justinien va remanier le code justinien, qui est l'ancêtre du droit romain que vous connaissez en France, qu'on connaît en France. Et dans ce droit justinien, il est marqué tout simplement non seulement on n'a plus le droit de s'habiller de trélette, comme déjà Auguste l'avait décidé bien avant, on n'a même plus le droit de teindre ou d'avoir cette teinture à la maison sous peine de mort. Si quelqu'un est chopé en ayant sur lui une laine peinte avec ce murex, donc en bleu ou en pourpre, en trélette ou en pourpre, sa marchandise sera confisquée et on lui confisquera la tête par la même occasion. Et si vous regardez à gauche, vous voyez que quand on le représente dans une mosaïque Justinien, mais lui porte la pourpre, le trélette, vous voyez le vêtement qu'il a sur lui. Donc c'est non seulement réservé à la noblesse, mais alors c'est bien pire. Plus, on n'a plus le droit ni d'en posséder, ni d'en faire le commerce, etc., etc. À partir de 424, donc encore moins d'utilisation du trélette. On a un texte dans le Talmud qui est un petit peu codé, un texte du Talmud de Sanhédrin qui nous raconte que deux rabbins venaient de Tibériade, Zougma Bamirakat, deux rabbins arrivent de Tibériade, ou de façon Necher, ils ont été arrêtés par l'aigle. L'aigle, vous voyez, il est à gauche, à droite sur la photo, l'aigle romain, pour ne pas dire romain, ils seront eux-mêmes arrêtés et décapités. Donc, deux rabbins sont arrivés de Tibériade en Israël. Il s'agit du Talmud qui est écrit à Jérusalem, en Babylonie. Donc, ils vont de Tibériade vers la Babylonie. Ou Beyadam Dvarim Manasseh Belouz, ou Maïnihu Trelet, et ils amènent en fait un petit peu d'échantillons de ce Trelet pour des rabbins en Babylonie. Donc, on sait qu'au Talmud, à l'époque du Talmud, vers le 5e, 6e siècle, on connaît encore le Trelet, puisqu'il y a des rabbins qui bravent l'interdit romain byzantin et qui transportent du Trelet vers les communautés juives de Babylonie. Mais après cela, va venir la conquête musulmane et eux vont faire détruire pas mal d'installations maritimes et de villages pendant leur conquête. Et avec l'arrivée des Arabes, en fait, on perd l'utilisation de ce tchelet. Alors, le tchelet, le Midrash nous avait dit que c'est pourquoi le tchelet? Parce qu'il nous rappelle le bleu de la mer, qui nous rappelle le trône céleste. C'est une couleur qui est énormément présente pour nous puisque c'est la couleur du ciel. Donc, il suffit de lever les yeux pour voir le tchelet. On peut être au bord de la mer, on voit la mer qui est tchelet. On a même des papillons tchelet. Il y a juste un petit problème avec cette image que je suis en train de vous montrer. C'est que tout ça, c'est une illusion d'optique. En fait, le bleu n'existe pas. Prenez un bol d'air dans un verre, il est transparent. Prenez un verre d'eau du robinet, elle est transparente. Parce qu'en fait, la mer n'est pas bleue et le ciel n'est pas bleu. C'est une structure moléculaire qui fait que la lumière blanche du soleil est absorbée, mais les rayons rouges et jaunes sont encore plus absorbés, donc ce qui est reflété, c'est uniquement le bleu. Donc la mer n'est pas bleue, elle n'a pas de qualité bleue, il n'y a pas de couleur bleue dans l'eau. Vous voyez dans un verre d'eau que c'est transparent, mais c'est un trait de la matière qui ne reflète ici qu'une couleur bleue. Et ce papillon à gauche, c'est encore plus incroyable. Vous regardez ce papillon de près sous une autre lumière, il n'est pas bleu. Ce papillon n'a pas de couleur. Et de nouveau, c'est la structure de ses ailes qui renvoie la lumière bleue et qui crée ce bleu.
Donc, si on a beaucoup de vert dans la nature, on a un tas de plantes vertes, on a énormément de brun, de rouge, le bleu, on le voit beaucoup, mais on n'a pratiquement aucun pigment bleu dans la nature, ce qui explique la rareté et la cherté de ce coquillage. Et juste pour rappeler que le bleu, c'est vraiment une couleur qu'on aime. On a le bleu de l'amour, on a le bleu du ciel, mais on n'a pas de bleu pour faire de la teinte, pour teindre. Alors, en fait, je vous raconte des salades parce qu'il y a du bleu. Et ce bleu, cette couleur s'appelle indigo, et on l'a produit à partir d'un végétal qui, à l'époque ancienne, pousse dans la région. Mais le texte du Talmud nous dit, attention, on n'a pas le droit de l'utiliser pour le tzitzit. Pour le tzitzit, n'est valable que le trélet officiel de ce coquillage, de ce chilazon. On essaie après c'est le but de ce cours, d'essayer de définir quel est ce trélet. En tout cas, la Gemara nous dit que pourquoi il est marqué, tu mettras le trélet sur ton tzitzit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et le Talmud nous dit, c'est Dieu nous dit, de la même façon qu'en Égypte, j'ai pu savoir qui était premier-né et qui n'était pas premier-né pour pouvoir, dans la plaie, la dernière des 10 plaies, punir les premiers-nés d'Égypte. De la même façon, je saurais faire la différence entre ceux qui mettent le trélet à partir du trélet et ceux qui mettent le kala ilan, donc l'indigo végétal, et en disant c'est du trélet. Donc il y avait déjà une classification du trélet à l'époque. Mais de nouveau, l'indigo, ce n'est pas une couleur très courante. C'est-à-dire que, de nouveau, ce n'est pas aussi rare et aussi cher que le trélet, mais c'est très cher. Et si vous regardez en bas, vous voyez une photo de l'administration anglaise dans les Indes vers 1901. Et à droite, j'ai sorti ça de l'Internet. Les cultures vivrières sont sacrifiées au profit des plantations de café, de thé, etc. Ce qui n'est pas dit dans ce texte, et d'indigo. C'est-à-dire que les Anglais ont imposé aux Indiens, aux habitants de l'Inde, de produire l'indigo parce que c'est une couleur chère qui leur manque en Angleterre. Et donc, on amène des colonies, comme le café, comme le thé, ce sont des denrées de luxe. Donc, vous ne verrez pas des gens simples habillés en bleu en Europe. L'indigo végétal existe, mais ce n'est pas pour chacun. Juste en passant, ce qui va amener la fin de la présence anglaise aux Indes, ça va être les révoltes du Mahatma Gandhi. Et Gandhi va commencer ses révoltes après qu'en Europe, on ait synthétisé l'indigo, et donc, on a synthétisé une couleur bleue, donc on n'a plus besoin de l'indigo. Et du coup, les Indiens, on arrache les cultures puisque l'indigo n'est plus valable, il est trop cher par rapport au bleu synthétisé. Et il n'y a rien à manger puisque on ne leur a pas laissé faire du riz parce qu'il fallait faire du bleu pour les Anglais. Du coup, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus de riz, il n'y a plus de rien à manger. Ils ont commencé à se révolter jusqu'à avoir l'indépendance. L'indépendance de l'Inde vient aussi d'un problème de bleu. Donc, on reste dans le bleu. On a un bleu qui sert dans la peinture, le bleu outre-mer, mais lui, il vient du lapis lazuli, donc c'est un bleu d'origine minérale, de nouveau qui vient d'Afghanistan. Et c'est de nouveau l'ultramarine ou le bleu outre-mer est un bleu très cher. Et les peintres s'en servent uniquement dans des petits détails de personnages importants de leur tableau. Parce que de nouveau, le bleu qu'on connaît tellement du ciel, qu'on connaît tellement de la mer, est pratiquement introuvable comme pigment pour en faire de la peinture. Tout va changer en 1706. Donc c'est déjà pas très loin de chez nous, il y a 3 siècles. Un chimiste, comme beaucoup de découvertes par hasard, il essaie de faire une laque de Florence à partir de Cocheny, mais il a pris de l'huile sur laquelle un voisin travaillait et il y avait dedans du sang. Et quand il a mis tout sous le feu, il s'est rendu compte qu'il n'a pas eu le rouge, mais en fait, il a eu sorti un bleu, et qu'on appelle le bleu de Prusse. Alors, bien sûr, le bleu était tellement rare, c'était un grand secret. Pendant près de 50 ans, ça reste secret. Il n'y a que les Prussiens qui en fabriquent. Ça leur permettra de faire des uniformes bleus. Vous voyez à droite les uniformes prussiens en bleu de Prusse. Ils font leur pub. Nous, on sait faire du bleu. Vous ne savez pas, là, là, là. Mais finalement, le secret va transpirer, à tel point que ça va passer en France que on va appeler ça en 1850, on appellera ça le bleu de Paris. Enfin, c'est resté en chimie comme le bleu de Prusse. Donc, à partir du XVIIIe siècle, on sait produire du bleu. Et on n'a plus besoin de l'indigo qu'on sait produire à partir de végétaux spéciaux. Il y en a un petit peu en Europe, il y en a un petit peu dans les pays asiatiques, mais c'est très cher. Maintenant, on a un bleu d'un prix normal. Donc, on peut faire des blueprints, des copies de la cyanography.
le cyclone B, bon, je passe, c'est pas ce dont je veux parler maintenant. Et ça va encore plus se démocratiser avec l'invention du blue jean. Et c'est un coton très très solide, donc ça va être le coton des ouvriers. Vous voyez la publicité à droite, et on va même à partir de ce moment-là parler, quand on va parler des ouvriers, parler des cols bleus, puisque le bleu devient la couleur de la classe ouvrière. Maintenant, vous avez compris pourquoi vos jeans ont l'air délavés. Aujourd'hui, c'est à la mode. Plus c'est délavé, plus ça coûte cher. Mais le problème de ce jeans avec son bleu délavé, c'est que ce bleu de Prusse est formidable, mais il n'accroche pas bien le coton. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé. C'est que pour faire une teinture qui teint les tissus, il faut un certain nombre de qualités. Il faut d'un côté que ce soit soluble dans l'eau pour qu'on puisse tremper la laine dans la solution et que ça imprègne les fibres. Mais il faut après que ça ne soit plus soluble dans l'eau pour qu'au lavage, ça ne parte pas. Et c'est pour ça que même si on a l'indigo ou d'autres solutions bleues ou d'autres, elles ne tiennent pas le coup. Et le trélette, lui, on a retrouvé aujourd'hui du trélette peint il y a 2000 ans. Il est toujours encore bleu et vibrant. C'est une couleur qui ne s'altère pas, alors que les jeans très vite s'altèrent et deviennent délavés. Alors, la prochaine avancée va être faite de nouveau par un hasard le plus complet, par un biologiste français qui s'appelle Félix Joseph Henri de Lacaze-Duthiers. Et ce gars-là se trouve en Espagne pour étudier un petit peu la flore marine. Et il se rend compte sur son bateau, il est sur un bateau, il se rend compte que face à lui, il y a une barque de pêche. Et il voit là-bas un pêcheur espagnol qui remonte un coquillage, qui se l'écrase sur la chemise. Il voit une tache jaune. Et quelques minutes après, cette tache devient d'un bleu intense. Et c'est la première fois qu'un moderne voit ce trélette qui vient d'un coquillage. Donc, il va écrire que de ces coquillages, vous les voyez en bas, il y a 3 coquillages. C'est une famille, le murex, qui a dans cette famille qui est trois membres. Il y a le murex avec un pied, je l'appelle en hébreu, pardon, oui, le murex avec un pied, on appelle en hébreu chad kotsi, va donner une couleur rouge. On va avoir le murex qui est rouge. Le murex hémastoma, il est rouge, qui donne une couleur rouge aussi. Et le murex qui a ce pied tronqué, argomon kehekotsim, tronqué, et qui donnera donc le bleu. Donc, Henri de Lacaze-Duthiers va publier le fait qu'il a retrouvé le trélette, mais rappelez-vous qu'on est en 1858, l'Internet ne marche pas partout, ni en France, ni dans l'Europe. Donc, en fait, c'est une découverte qui ne reste connue que de certains savants, mais en général, la plupart n'ont pas entendu de cette découverte du trélette. Un peu plus tard, 10 années plus tard, on retrouve à Tyr des montagnes de coquillages cassés avec des résidus de couleur et on comprend que c'est le coquillage ancien qui peut donner ces couleurs de rouge et de bleu, de pourpre et de bleu, mais on ne connaît pas le procédé. On a retrouvé les coquillages, on a retrouvé des restes de couleurs. Juste pour comprendre, on a retrouvé des montagnes de coquillages qui font plusieurs centaines de mètres de long sur plusieurs mètres de large. C'est des bancs énormes de coquillages cassés. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que c'est toujours en 2 tas séparés. Un avec le trunculus et l'autre avec les 2 autres. C'est-à-dire que les Tyriens séparaient le coquillage qui donne le bleu des 2 autres coquillages qui donnent le pourpre. Donc, on a encore un indice. Mais alors, si c'était comme ça en Phénicie, et si en Israël, on a aussi des usines de trélette, puisque sur le bord de mer, Zvouloun a été béni qu'il aura des tréllettes, pourquoi n'avons-nous pas trouvé en Israël ces montagnes de coquillages, surtout qu'à Dor, dans le port de Dor, aujourd'hui, Kibbutz Narsholim, Moshav Dor, on a retrouvé des bassins dans lesquels on faisait du trélette. Ceux qui étaient avec moi dans la dernière excursion, l'excursion de 1907 Manitou, on avait été à Tantoura, dans l'usine du baron de Rothschild. Là-bas, on avait parlé de ce bleu qu'on a retrouvé là-bas. Pourquoi on n'a pas retrouvé ces coquillages si on en trouve des centaines de mètres de coquillages en Phénicie? Et la raison est incroyable. Vous voyez à gauche une photo du kibbutz de Narsholim avec l'usine de la teinturerie dont je parlais au centre. Et l'archéologue marin qui habite à Narsholim, qui s'appelle Kurt Rave, me dit c'est tout simple. Quand on a construit le kibbutz dans les années, je ne sais plus au début de l'État d'Israël,
on a créé un kibbutz, donc on a fait là-bas un élevage d'œufs, des poules pondeuses. Et on a tout simplement pris les coquillages du bord de mer, ces coquilles cassées de l'usine qui fabriquait le trélette, pour en faire un supplément de calcium pour les œufs pour le calcium, la coquille des œufs. Et donc, on a broyé les coquillages de murex historiques, on a oublié, pas compris la trouvaille historique qu'on avait fait. On a broyé ça et on a donné à manger aux poules pour faire des œufs avec des bonnes coquilles. Et donc, on n'a plus ces coquillages à Narcholim, en tout cas pas en grand nombre. Ils ont été mangés par les poules. Ils sont tombés. Et j'avance encore un petit peu. On est maintenant en 1883. 1883, nous sommes en Pologne, dans un groupe de chassidim, la chassidut de Ishbitsa. Ça vaut la peine, Rabbi Mordechai et Yosef Leiner a écrit un livre, Mea Shiloach, qui étudie jusqu'aujourd'hui, un livre incroyable. Et son fils, Rabbi Gershon Hanoch Henich Leiner, est un autodidacte. Il écrit des prescriptions pharmaceutiques qui sont reconnues par les pharmaciens polonais qui font les médicaments en fonction de ces prescriptions. Il s'intéresse à la chimie, il s'intéresse à beaucoup de choses, ce rabbin. Et il écrit dans un livre, il a écrit plusieurs livres qu'il consacre au Techelet et Tzitzit. Et dans son premier livre, En Techelet, il écrit « C'est évident que nous sommes à l'aube des temps messianiques, et donc bientôt il faudra retrouver le Techelet, puisqu'on en aura besoin pour reconstruire le troisième temple, puisque beaucoup les vêtements des prêtres, etc., du grand prêtre, il y a le Techelet, il faut qu'on revienne à ce Techelet. » Donc, il va commencer à faire des recherches pour essayer de trouver ce Techelet, pour identifier ce chilazon, cet animal marin. Et le problème, c'est que ce monsieur parle le yiddish, il parle l'hébreu, l'araméen, il n'a pas accès aux langues européennes pour comprendre un peu ce qui se passe, mais dans ce qu'il arrive à comprendre, ce dont on lui fait le rapport, il dit qu'il n'y a aucun rapport de chimiste connu qui sache qui connaisse un mollusque qui peut produire le bleu. Alors, il va enquêter, il va envoyer des émissaires un petit peu partout, et finalement, on va lui ramener une sèche d'Italie, et en lui disant, voilà, cet animal a un sang d'encre, un sang bleu, un sang noir, et apparemment, c'est de là qu'on fait les trellettes. Le problème, c'est qu'on lui amène tout le temps des sèches séchées, donc il n'a pas l'occasion de voir l'encre de cette sèche, et en 1886, 89, il prend la route et il se déplace à Naples pour voir des sèches vivantes. Alors, pourquoi Naples? Parce qu'en 1872, à Naples, on a ouvert le premier aquarium de recherche marine du monde, l'Aquario de Napoli. Vous le voyez dans la photo. Et il fait le voyage. Ce n'est pas un voyage facile. Depuis sa Pologne, il a accompagné son fils et d'un de ses aides. Il arrive jusqu'à l'Aquario de Napoli. Et là-bas, il va voir la sèche commune, qui fait une encre qui a une couleur sépia. On l'utilise d'ailleurs comme sépia, mais sépia, ce n'est pas le bleu. Les textes sont clairs qu'en voyant le Techelet, on se rappelle du ciel. Or, le sépia, il n'est pas du tout la couleur du ciel. Donc, le Liner a un problème. Il a trouvé un chilazone, une créature marine, qui produit une encre, mais ce n'est pas la bonne couleur. Alors, il propose un prix à des chimistes. Il propose de payer très cher si quelqu'un peut lui expliquer comment faire le Techelet, comment changer cette couleur en bleu. Et il va trouver un chimiste qui va lui donner une recette. Et voilà, la recette, on l'a retrouvée, elle est marquée en dessous. Vous prenez ce sépia qui est là, vous le mettez dans une grande marmite, et vous mettez du fer, vous mettez dedans de la potasse, et vous le mettez dans un feu d'enfer pendant 4 ou 5 heures, et à la fin, ça brûle comme un feu d'enfer, et à la fin, il vous restera un bleu Techelet. Formidable. Le rabbi de Ishbitsa, il s'est déplacé, il n'habite plus à Ishbitsa, il habite à Radzin. Et donc, Rabbi Gershon Heinrich se fait à Naples un talit avec des tzitzit en Techelet pour lui. Il ramène des quantités de Techelet pour ses chassidim. Et 2 ans plus tard, on voit déjà tous les chassidim de Radzin, donc plusieurs milliers de juifs, portent le Techelet. Hourra, on a retrouvé le Techelet après 2000 ans, enfin après 1300 ans. L'histoire va finir tristement. Le rabbi, le petit-fils du rabbi de Radzin, Rabbi Hanoch,
c'est le Rebbe Shloime Leiner va se cacher, il est cherché par les nazis, il va être découvert dans sa cachette à Vlodova, et là-bas, quand le chef SS l'emmène, le rabbi lui crache au visage, et le SS l'abat d'une balle en pleine tête, et le sang du rabbi se répand sur le talit qu'il portait au moment de son arrestation, et ce talit, qui était le talit de son grand-père, avec le trélet qu'a trouvé son grand-père, est teinté du trélet, mais aussi du sang du rabbi de Reb Shloime Leiner, Hachem Yikom Damo. Et avec la fin de la Chassidut de Radzin, ça va être la fin du trélet, parce que les chassidim se dispersent, cherchent à sauver leur peau, et après-guerre, ils ne savent plus comment faire le trélet, et ils ne savent plus continuer cette tradition de Radzin de teindre leur tzitzit en bleu. Quelques années plus tard, un autre rabbin, en Irlande cette fois-ci, qui est un autodidacte nouveau, mais un phénomène. Il parle 12 langues, il a appris les mathématiques et d'autres choses. Et ce rabbin, le fils du grand rabbin d'Irlande, Rabbi Yitzhak Isaac Halevi Herzog, décide de faire un doctorat à Oxford. Et son doctorat, il va le faire sur un mot qu'il va inventer. Il invite le mot, il va appeler ça la porphyrologie. Et il va dire, je vais faire une étude sur la teinte du pourpre, sur les trélettes anciens, et ça va être le sujet de sa thèse. C'est quelqu'un de très intéressant, ça vaudrait la peine de lui consacrer un cours à son histoire à lui. À gauche, on le voit en Europe pendant la Shoah, il était aux États-Unis pendant la Shoah pour essayer de convaincre le président Truman d'intervenir. C'est quelqu'un de très, très intéressant, et il fait ses études de porphyrologie, et il publie son doctorat. Il va très vite comprendre quelque chose. Il va comprendre que le rabbi de Radzin s'est fait avoir. Parce qu'il va demander, ce que je vous ai montré tout à l'heure avant la lettre qui donnait la recette, comment faire du trélet. Il a bien sûr demandé au rabbi de Radzin comment vous faites le trélet. Le rabbi de Radzin lui a envoyé la lettre avec le secret du trélet, et il va comprendre que le rabbi s'est fait avoir par un chimiste qui voulait le prix, mais qui était un chimiste pas très honnête. Parce qu'en fait, ce que le chimiste lui a fait produire à partir de la sèche, c'est tout simplement le bleu de Prusse. Vous vous rappelez que le bleu de Prusse, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on met du fer, on met de la potasse, et puis on met du sang. Ils avaient mis un sang de taureau qui était tombé par erreur et qui avait donné par erreur le bleu de Prusse. En fait, les chimistes allemands vont se rendre compte qu'il faut du fer, il faut de la potasse, et comme réactif, il faut de l'azote. Il faut de l'azote, et l'azote d'un animal, au début, ça vient du sang, ça vient de n'importe quelle graisse animale. Après, on trouvera d'autres remplaçants chimiques de l'azote. Mais en tout cas, ce qu'a fait le chimiste italien, tout simplement, la sèche, c'est un animal, donc il y a de l'azote, et il aurait pu mettre la sèche, il aurait pu mettre du bouc, il aurait pu mettre n'importe quoi, et il aurait eu ce même bleu. Donc, le bleu de Radzin est en fait un bleu de Prusse, et le chilazone n'en est pas le composant principal, c'est juste un apport d'azote. Et donc, le Rav Herzog comprend qu'il s'est fait abuser par ce chimiste pour l'appât du gain, ce chimiste l'a trompé, et qu'en fait, du bleu prussique. Le Rav Herzog va plus loin. En fait, vous vous rappelez tous qu'à Pessah, on brûle le chametz. On n'a pas le droit d'avoir du chametz, alors on le brûle et il n'en reste pas et tout va bien. Quand on brûle notre chametz, on fait un feu qui fait 100, 200 degrés, qui nous brûle tout le chametz. Vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai parlé de la recette pour faire le trélet de Radzin, on fait brûler dans un feu d'enfer à 900 degrés. À 900 degrés, il ne reste rien du composant organique du chilazone. Le chilazone, ce n'est pas lui qui a donné le bleu. Donc, le Rabbi Herzog comprend que le bleu de Radzin n'est pas le trélet. Mais alors, c'est quoi le trélet? Et nouveau pour la petite histoire, je vous ai dit tout à l'heure que le secret de Radzin s'est perdu dans la Shoah. Maintenant, si vous allez à Jérusalem dans les magasins, vous verrez qu'on vous vend des tzitzit avec la couleur de Radzin. Alors, comment ils savent, puisqu'on ne sait plus? En fait, celui qui va permettre au Chassidim de Radzin de retrouver la recette, c'est le Rav Herzog, qui avait reçu cette lettre du rabbi de Radzin, qui l'avait conservée. Et quand après la Shoah, les Chassidim diront, mais on ne sait plus faire le trélet, ils vont demander au Rav Herzog qui va leur rendre la recette et va leur permettre de continuer de retrouver ce trélet. Donc, Radzin continue à utiliser ce trélet à partir de la sèche, mais pour tout le monde, à part le Chassidim de Radzin, ce n'est pas le trélet dont parle la Torah. Continuons. Donc, à peu près à la même époque, le Rav Herzog va faire son doctorat en 1913.
En 1908, il y a un chimiste allemand, le plus grand chimiste allemand, Paul Friedlander, qui a réussi à produire du pourpre à partir de coquillages. Vous voyez qu'il a utilisé 12 000 coquillages pour produire environ 250 kg de coquillages pour produire 1,4 g de dibromo-indigo avec lequel il a fait du pourpre. Et donc, on revient à cette teinture. Je rappelais tout à l'heure que Henri Lacaze avait vu ça, mais on ne sait pas encore. Lui, Friedlander arrive à produire du pourpre, mais il n'arrive pas à produire le bleu. Le trélet, il n'arrive pas. Et donc, il va être contacté maintenant par le Rav Herzog. J'ai dit que le Rav Herzog parle 12 langues. Il parle bien sûr toutes les langues européennes, l'allemand, le français, l'anglais, le russe. Il parle les langues anciennes, les langues classiques, le grec, le latin. Il parle le sumérien et l'akkadien. Et donc, il a accès à toutes les bibliothèques d'Oxford, ce que le Rav Leiner n'avait pas. Donc, c'est aussi, on voit la grandeur de Rav Leiner qui a fait toutes ses enquêtes à partir de ces possibilités. Le Rav Herzog, le monde scientifique lui est ouvert. Donc, il va écrire à Paul Friedlander, donc Paul Friedlander, ce chimiste qui a trouvé le pourpre. Et ce chimiste lui répond, pour tout ce que je sache, pour autant que je sache, on ne peut pas peindre du bleu à partir de murex. Tous les coquillages que j'ai étudiés donnent le pourpre, mais on n'a jamais réussi à obtenir le trélet. Donc l'énigme me reste entière pour le Rav Herzog. Il a écrit à Paul Friedlander, bien sûr, en allemand. Maintenant, il écrit en français à la manufacture des Gobelins à Paris. Et là-bas, le chef chimiste de la manufacture des Gobelins va lui dire « Je ne connais aucune couleur bleue naturelle autre que l'indigo. » Donc l'indigo, c'est ce bleu végétal dont on a parlé. Et bien sûr, il y a le lapis lazuli, il y a le bleu de Prusse, mais comme origine naturelle, il ne connaît que l'indigo. Donc, le Rav Herzog est coincé, il n'a toujours pas trouvé de candidat pour son trélet. Alors, il va penser, il va l'écrire dans son mémoire de doctorat, que le meilleur candidat pour être le trélet, c'est le murex. Le murex dans lequel Paul Friedlander fabrique du pourpre. Je ne me rappelle plus s'il a vu l'étude de Lacaze-Duthiers sur le fait que c'est un murex qui donne le bleu. En tout cas, il pense que le bleu, c'est le murex, mais il se trouve confronté à deux problèmes. Un problème, c'est que on n'y arrive pas. Deuxièmement, pour l'instant, la seule couleur qu'on en sort, c'est le pourpre. Or, le pourpre n'est pas la couleur qu'il cherche, puisque les textes sont clairs, on veut une couleur qui rappelle le ciel. Donc, il y a un problème qui est la couleur que donne le murex. Et deuxièmement, le texte, le fait que le Midrash nous avait dit que le murex sort de l'eau tous les 70 ans, ce n'est pas quelque chose qu'on sait à partir du murex. Donc, le Rav Herzog va dire dans son mémoire, le meilleur candidat serait le murex, mais je le disqualifie parce qu'il ne répond pas aux attentes des textes juifs, à savoir la couleur et le fait qu'il monte rarement sur le rivage. Alors, il amène un autre candidat, le jantina, Goulit en hébreu, que vous voyez à gauche, qui est un coquillage marin qui fait un très beau bleu, très laid. Alors, il n'y a aucun problème. Il y a juste un petit problème. Et le petit problème, c'est que ce bleu ne tient pas. Vous peignez, puis ça teint un habit, ça vous fait un habit très laid, mais magnifique pour les quelques jours à venir. Mais vous changez de calton, vous changez de très laid parce que ça ne va pas tenir le coup. Donc, le Rav Herzog va décéder en 1959 sans avoir trouvé le trélet. Il a retrouvé un candidat, le murex, mais il n'a pas réussi à produire le trélet et il meurt sans solution en proposant le yantina qui, j'ai dit, nouveau ne répond pas aux critères puisqu'il ne tient pas le coup. C'est un bleu qui s'altère rapidement. Il y a d'ailleurs un chercheur, Dr Shaul Kaplan, qui a consacré 20 ans de sa vie à pêcher des yantinas et à essayer de peindre et n'est pas arrivé, ce bleu ne tient pas le coup. Et à la fin, il va avoir une idée formidable, c'est son idée à lui. Il va dire en fait les signes qui sont dans la Torah, qui sont dans les textes qui parlent d'un coquillage qui est dans la tribu de Zvouloun, etc., etc. En fait, ça vous amène à un coquillage qui est le murex, mais c'est justement parce qu'on voulait vous détourner du vrai coquillage qui est les yantinas. Moi, je n'ai pas encore tout à fait compris comment faire pour fixer.
mais en fait, le fait qu'il ne répond pas entièrement aux critères des textes, c'est pas grave. C'est en fait, les textes sont codés pour exprès vous amener vers un autre coquillage pour garder secret le secret du Yantina, mais il n'a pas réussi à trouver comment faire un trelet qui tient le coup. Donc on est toujours, je parle des années 60, 1960, on est toujours dans le flou, dans le bleu, on ne sait toujours pas produire le trelet. Et les choses vont changer rapidement. Ce qui se passe, c'est que dans les fouilles de Masada, dans les années 1964, si je ne me trompe pas au Masada, pardon, dans le désert de Judée près de Masada, dans le Wadi Mourbat, Yigel Yadin, l'archéologue, va trouver des laines peintes avec des couleurs anciennes, des couleurs bleues, qui ont tenu le coup de 1000 ans, mieux que le Yantina de Shaul Kaplan ou de Rav Herzog. Et Yigael Yadin donne ce bleu analysé à un des plus grands chimistes, un chimiste juif américain, Edelstein, qui est propriétaire d'une des plus grandes manufactures de colorants aux États-Unis. Et le gars commence à s'intéresser aux techniques anciennes de coloration avec le trelet. Alors pour ça, il va, au cours d'un voyage en Israël, il va rentrer en contact avec deux chercheurs israéliens, avec le professeur Spanier de l'université biologiste marin de l'université de Haïfa et avec le docteur Otto Elsner qui est le chimiste des colorants de l'Institut Shenkar qui est l'Institut des textiles en Israël. C'est aussi l'Institut de mode, mais ils ont un laboratoire des tissus, un laboratoire des colorants. Et donc, ces trois docteurs discutent entre eux de savoir si on peut reproduire ce bleu antique, ce trelet, mais ils n'y arrivent pas. Ce qu'ils arrivent toujours le même problème, on prend ce murex et on en sort le pourpre, mais on n'en sort pas le trelet. Il n'est pas bleu, il est pourpre. Et alors, de nouveau, comme toutes les grandes découvertes, la main du hasard est dedans. Il faut comprendre une chose, c'est que extraire l'encre, les sécrétions de ce murex pour en faire une encre de pourpre, c'est quelque chose qui pue de façon incroyable. Un des chercheurs qui va s'en occuper, c'est Baruch Sterman, qui est dans la photo avec sa femme Judy, qui raconte que quand sa femme était enceinte, elle se sentait mal, elle a envie de vomir à cause de l'odeur des odeurs qu'il dégageait avec ses coquillages. Il y a un habitant tunisien, Tunis, Gassen Nouira, qui lui aussi fait du trelet et qui invite les touristes à voir comment on fait le trelet ancien et qui raconte que sa femme a voulu divorcer à cause de la puanteur générée par son travail. Donc, ça sent pas très bon le trelet, c'est un gros problème. Et comme ça sent pas très bon, quand le docteur Elsner fait ses expériences sur les murex au Machon Shenkar, il pose en général les préparations près de la fenêtre de façon à ce que l'odeur soit évacuée vers l'extérieur et pas dans le labo. Un jour, un de ses étudiants a posé sa coupelle avec son murex sur la fenêtre, il va se faire un café et quand il revient, au stupeur, une magnifique couleur bleue. Et le secret est trouvé. C'est que le murex fait une encre pourpre. Et tout ce qu'il faut pour qu'elle devienne bleue, c'est exposer au soleil. C'est-à-dire qu'en fait, le pourpre, c'est ce qu'on appelle en chimie de dibromo-indigo. C'est un indigo avec deux atomes de brome. Et en fait, les UV du soleil cassent font une réaction chimique qui sépare le brome de l'indigo. Et le dibromo-indigo devient indigo et on a le bleu de trelet. Et c'est comme ça qu'en 1986, je crois, 84, en tout cas, on est en 1980 et quelques, il a fallu attendre pour qu'on redécouvre le secret de fabrication. Donc, le Rav Herzog avait raison, c'était le murex, mais il l'avait disqualifié. C'est le murex et un des trois murex, puisque les trois murex produisent du pourpre, et un des trois murex, le murex Trunculus, lui, sait faire du trelet si on l'expose. Attention, c'est important, c'est pas n'importe quand. Il y a un certain instant du processus d'extraction où il faut que ce soit exposé au soleil. Peut-être ça avant, peut-être ça après, ça rate. C'est pour ça que ce n'était pas évident de trouver. Ça explique aussi ce qui s'est passé avec André Dutil-Lacazes, qui a vu ce pêcheur espagnol qui s'enduisait la chemise de cette sécrétion du murex. C'était en plein soleil espagnol et ça avait donc transformé en bleu. C'était ça le secret que tout le monde cherchait. Il fallait le soleil pour arriver à cette réaction. Alors, en parallèle avec cette découverte de Otto Elsner, en parallèle, il y a un
un rabbin, le rabbi Eliyahu Tavgar, vous le voyez en bas à gauche sur l'image, qui lui voudrait bien remettre du trélet dans ses habits, et il cherche le trélet. Alors il s'est mis en cheville avec un labo de chimie, qui lui a demandé $5 000 pour commencer à faire une recherche, et puis encore après des royalties sur chaque kilo de colorant produit. Le père de Rav Talgar dit arrête, c'est du vol. Rav Kazan dit c'est rien, $5 000 pour retrouver le murex de la Torah, pour avoir des titres en trélet, c'est formidable. Donc c'est formidable, il y a juste un problème, c'est que les $5 000, il ne les a pas. Mais il entend parler 2 ans après d'Otto Elsner, il va le rencontrer, et il va en 1988 obtenir le premier set de fils de tzitzit en trélet qu'il va mettre sur ses habits. Il est associé dans ses recherches avec le professeur Zeidman, mais le problème, c'est quel est le problème? Le problème, c'est d'obtenir des murex. Où est-ce qu'on trouve ce murex? Il n'est pas sur la plage, donc il faut aller plonger pour le trouver. Il n'est pas plongeur, ni le Rav Tavgan, ni le Rav Zeidman. Le murex n'est pas pêché en Israël. En plus, c'est un animal marin protégé par la loi. Donc, comment est-ce qu'on obtient des murex? Donc, il a fait un tzitzit, mais ce qu'il voudrait bien, c'est propager, diffuser, mais il n'a pas de murex pour ça. Alors, l'histoire continue. Vous voyez en bas à droite un gars qui s'appelle Yoel Goverman. Ce gars-là a perdu son frère dans un accident de voiture, décide de prendre une mitzvah qu'il va faire à fond en mémoire de son frère et choisit la mitzvah de tzitzit. Et donc, il vous s'intéresserait aussi au trélet du tzitzit. Il arrive à la fac à Jérusalem, à la bibliothèque universitaire. Là-bas, il fait des recherches sur le trélet. Et le bibliothécaire va lui dire, mais tu sais, si tu cherches sur le trélet, tu cherches des chercheurs, il y a regarde le gars qui est assis là au fond, il s'appelle Zeidman, le professeur Zeidman, il fait des recherches sur le trélet. Et Yoel Goverman rencontre le professeur Zeidman qui lui dit, qui lui explique, on sait faire le trélet. Le problème, c'est qu'on n'a pas accès au murex. C'est pour ça que j'ai appelé cette conférence les aventuriers de la couleur perdue, parce que maintenant, ça devient les aventuriers de l'arche perdue. Maintenant, on sait comment faire cette couleur, mais où trouver ce murex? Et là, ça commence maintenant le roman d'espionnage. Parce que Yoel Goverman, dans le temps, un de ses hobbies, c'était la plongée sous-marine. Et donc, il dit à Zeidman, ah, ok, pas de problème, je m'en occupe. Il téléphone à 2 copains, le professeur Baruch Sterman et un autre ami qui s'appelle le professeur Harry Greenspan, pardon. Et il leur dit, ok, on va aller chercher le murex. Les deux disent d'accord, c'est toujours intéressant de trouver quoi faire dans la plongée sous-marine. Ils se donnent rendez-vous avec Zeidman et le Rav Tavgar. Ils montent dans la vieille épave du ravin et ils se dirigent vers Akko. Akko, ils font un dernier achat de filets, etc. Ils plongent dans la baie d'Akko, après avoir été prévenus par les chercheurs que ça va être dur à voir parce que le murex est couvert d'algues et de micro-organismes qui le font très très peu apparent sur le sol marin. Ce que disait le texte talmudique, qu'il ressemble à la mer. C'était un des problèmes qu'avait dit le Rav Herzog. Il ne ressemble pas à la mer, le trunculus. Il a une belle couleur blanche, brun, ce n'est pas la couleur de la mer, mais en fait, quand on le pêche, il est recouvert d'algues, de micro-éléments, et il a une couleur comme le fond marin, et c'est pour ça qu'il est très dur à trouver. Alors, ils plongent à Akko, et qu'est-ce qu'ils ramènent dans leur filet? 1, 2, 3, rien du tout. Parce que les vagues balayent le littoral, elles remuent le sable, et ils ne peuvent strictement rien voir. Alors, le Rav Tavgar dit, j'ai une autre idée, on va aller à Naria. Ceux qui connaissent, Naria, les rochers qui sont sur le marché de Tzor, à la frontière libanaise, là-bas, la roche descend directement dans la mer, il n'y a pas de sable, ils plongent là-bas, et victoire, ils ramènent une moisson de murex trunculus. On a enfin des murex pour produire du trélet. Petit problème, je viens de vous dire avant, c'est un coquillage protégé. Donc, interdiction formelle de le pêcher. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander une dérogation. À qui peut-on demander une dérogation en ayant une chance d'aboutir? On va demander une dérogation à ni plus ni moins qu'au président de l'État d'Israël. Et donc, ils vont écrire une lettre au président de l'État d'Israël en demandant une dispense spéciale, une dérogation de pouvoir pêcher le murex trunculus pour en chercher le trélet. Et pourquoi ils pensent que le président de l'État d'Israël va accéder à leur demande? Parce que le président à l'époque s'appelle Chaim Herzog, et n'est autre que le fils du Rav Isaac
Yitzhak Halevi Herzog. Donc, c'est le fils de ce rabbin qui a fait son doctorat, qui était le second grand rabbin d'Israël, le premier grand rabbin de l'État d'Israël. Son fils est président de l'État d'Israël. Et donc, bien sûr, lui va permettre une pêche limitée du murex, en tout cas, a besoin pour étudier, pour la recherche. On ne va pas encore faire ça à grande échelle, mais il donne les dérogations nécessaires et on commence à créer une association qui s'appelle Amutat Ptil Trelet, l'association des fils de Trelet, qui va commencer à essayer de développer, de trouver les bons processus, comment refaire ces fils de Trelet, et on va commencer à fabriquer des fils. Les premiers, bien sûr, seront l'équipe là des chercheurs du Rav Tavgar, de professeur Zeiderman, et des autres. Maintenant, puisqu'on ne peut pas obtenir ce coquillage en Israël, où peut-on le trouver? Alors, Baruch Sterman est en voyage d'affaires, voyage pour son travail, pas d'affaires, mais son travail aux États-Unis. Au retour, il fait une escale à Athènes en Grèce. Et ce qu'il fait, il arrive là-bas un vendredi, matin très tôt, il loue une voiture et il fait le tour des ports. Il rentre dans chaque petit port qu'il trouve sur la côte sur la côte méditerranéenne près de Athènes, et il va dans le port et il demande Porphyros. Rappelez que le pourpre, porphyre, est-ce que quelqu'un vend des coquillages de porphyre? Et il va de village en village, déception totale, il n'en trouve nulle part. C'est bientôt Shabbat, il va falloir qu'il rentre à Athènes, et là, de nouveau, miracle, il arrive dans un village, on dit oui, va voir là-bas, il y a un pêcheur, il va chez ce pêcheur, et ce pêcheur, effectivement, propose à des cajots de Murex Tronculus. À quoi ça sert le Murex Tronculus? Tout simplement, il y en a qui mangent les moules en France, ou les oursins. Les Grecs mangent le Murex Tronculus, ou l'escargot en France. Donc on mange et Baruch Sterman lui dit ok, j'en veux 7 kilos. Il en achète 7 kilos, le gars était ébahi, quoi. Je ne savais pas qu'on faisait des festins, c'est quelque chose qu'on mange, on les mange à la douzaine, pas aux 7 kilos, mais le gars est trop content, il lui vend les 7 kilos. Baruch Sterman fonce à l'hôtel parce que ce qui se rappelle des études qu'ils ont déjà faites en Israël sur les murex, c'est que le murex, on obtient le bleu que si on sort la glande directement après qu'il meurt. Si on attend chaque heure qui passe, la qualité du bleu se dégrade et après quelques heures, c'est foutu. Donc, il fonce à l'hôtel. Imaginez, on a parlé de l'odeur tout à l'heure qui rend malade tout le monde. Maintenant, il se boucle à triple tour dans sa chambre d'hôtel. Il trouve des bocaux, il emballe. Enfin, il essaie de limiter l'odeur. Il va falloir dimanche qu'il embarque sur un avion pour faire passer sa cargaison sans se faire arrêter pour pestilence dans l'habitacle de l'avion. Il arrive, il amène ses murex en Israël, les analyse, c'est exactement ce qu'il cherchait. Ça donne le bon bleu. Et donc maintenant, on a la solution. On peut faire de plus en plus de tzitziot en utilisant une production qu'on importe de Grèce. Mais les Grèces ne sont pas sérieux, des fois ils amènent, des fois ils n'amènent pas, ils ne respectent pas tellement les contrats, et on cherche une autre source d'approvisionnement, et on va trouver une autre source d'approvisionnement, ce coup-ci en Espagne. On amène, il y a une ville en Espagne, c'est intéressant parce que c'est une ville où les Juifs ont énormément souffert au moment d'expulsion. J'en vois plus son nom, je peux la chercher, mais je ne m'en rappelle pas sur le moment. Ils trouvent donc ce murex en Espagne. Le problème, c'est qu'un an plus tard, il y aura une marée noire en Espagne, juste à l'endroit où il se procure, et fin des approvisionnements de murex espagnol, on est de nouveau coincé. Maintenant qu'on connaît le murex, on sait fabriquer le trelet, mais on ne sait pas où avoir du murex. Alors on recherche dans d'autres plages de la Méditerranée et on finit par trouver en Slovaquie, dans l'Adriatique, pardon. Et on achète, depuis des années, c'est de là qu'on se procure. Aujourd'hui, Ptil Trelet a déjà produit quelque chose, des dizaines, je ne sais pas combien, des dizaines de milliers de fils de Trelet. Il y a des dizaines de milliers de gens qui portent le Trelet. Et ceux qui le portent n'en ont pas qu'un. Moi, j'en ai sur mon tzitzit katan, mais j'ai plusieurs tzitzit katan. J'en ai sur mon tzitzit sur mon talit de la synagogue, mon talit de Shabbat. Donc, chacun en a besoin de plusieurs sets. Et Ptil Trelet produit à grande échelle du Trelet. Alors, ce qu'on voudrait bien, c'est trouver comment l'élever en élevage pour avoir une production stable qu'on puisse contrôler au lieu d'être dépendant de ces importations de murex. Là, vous voyez Baruch Sterman, vous voyez à gauche le logo de Ptil Trelet, donc l'association qu'ils ont créée. Vous voyez à gauche, il a son bocal avec l'encre jaune du Trelet. Il prend
de la laine qu'il met dans cette encre et elle devient bleue après quelques minutes. Et ce beau bleu du trélette. Donc, le secret a été trouvé et même divulgué aujourd'hui. Mettez du trélette, on sait produire le trélette. Il y a deux choses, je voulais dire au départ, je ne l'ai pas dit. Il y a deux, dans cette conférence, je voulais parler du trélette. Qu'est-ce que le trélette et comment on l'a redécouvert? Je ne m'attache pas à deux questions importantes, mais je ne veux pas rentrer. C'est une autre conférence, j'en ai presque. Ça fait 1 heure, il faut que j'arrête. Laissez-moi encore 5 minutes, s'il vous plaît. C'est les raisons pourquoi la Torah nous demande d'utiliser le trélette. Et la deuxième, c'est la halacha. Est-ce qu'une fois qu'on a découvert ce trélette, on est obligé de le mettre ou on peut continuer à être en blanc comme on a l'habitude depuis maintenant 1500 ans? Je ne vais pas rentrer dans les considérations de halacha ni dans les raisons. Ça sera pour une autre conférence. Vous demanderez à vos rabbins respectifs. Je continue. Donc, on voudrait bien maintenant faire la culture en élevage pour être indépendant. Mais le problème, je n'ai pas trouvé de photo du trunculus percé. Vous voyez 2 coquillages percés qu'on a trouvé qui étaient à côté d'un trunculus. En fait, le trunculus, le murex, est un murex carnivore et il mange d'autres mollusques. Il sait faire, il a une espèce de siphon avec lequel il injecte un liquide qui ouvre la coquille de l'autre coquillage et après, avec sa bouche, il aspire et il mange d'autres coquillages. Le problème est que quand on met les trunculus en élevage et qu'ils n'ont pas assez à manger, ils se mangent les uns les autres. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure qu'à Tyr, on a retrouvé des montagnes de coquillages, beaucoup sont percés et aussi à Dor, Narcholim, parce que quand on les mettait dans des viviers pour les garder, parce que j'expliquais qu'on ne peut obtenir l'encre que uniquement dans les minutes qui suivent le décès d'une truculus. Donc, quand on en a pêché, qu'on ne peut pas encore tout de suite les casser en attendant, on les met dans un vivier et ils se mangent les uns les autres. Et d'ailleurs, pour ceux qui font le Daf Yomi, la page journalière de Gemara, on a pris ça il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines dans Shabbat, que si quelqu'un casse le Atzad Silazon, celui qui attrape le Chilazon et qui le casse pour obtenir l'encre le Shabbat, apparemment, la Gemara demande, mais il devrait être aussi passible de peine parce qu'il a tué un animal le Shabbat. On n'a pas le droit de tuer un animal le Shabbat. Il n'y a pas de shrita le Shabbat. Et la Gemara dit non, parce que là, il n'a pas envie de tuer l'animal parce que plus il est vivant, plus on peut garder l'encre. Donc, on voit de nous un témoignage de seconde main sur le fait qu'il faut le garder vivant pour avoir cette encre bleue. Et je dis le problème, c'est qu'il faut éviter qu'ils se mangent les uns les autres. Juste quand même pour amener 2 textes, un du Hari Akadosh, donc le Hari, la Kabbalah nous dit qu'on aura besoin du Trelet à l'avenue du Mashiach, c'était ce qui avait motivé le Rav Leiner de Ishvitz de Radzin, et le Hari nous écrit, donc il y a 400 ans, qu'à peu près en 1840, Shnat Tafresh, autour de 1840, on redécouvrira le Trelet. 1848, c'était Ducas Latier qui l'a trouvé, et un peu plus pour y arriver à le produire. Une question qui a été posée au Rav Shapira, qui était le grand rabbin d'Israël, et un élève lui demande mais monsieur le rabbin, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on est obligé de mettre le Trelet? Et le Rav Shapira lui dit on attend en fait que c'est le public qui fixe la halakha. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui mettent le tzitzit et en fait, un jour, on s'en rendra compte que la plupart des gens mettent le trelet sans que les rabbins aient eu besoin de se casser la tête. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas? Je rappelle qu'au départ, quand le rabbi de Radzin a atteint en trelet tzitzit et qu'il a fait la même chose pour ses élèves, en Europe de l'Est, il y a des communautés qui ont refusé la sépulture à des chassidim qui avaient le trelet, en disant ça c'est un mauvais juif, un juif mécréant, et qu'on faisait de les enterrer dans un cimetière juif. Jusqu'où est-on allé? Bon, ça c'est par paraot, je ne sais pas traduire en français qu'on dit par paraot, pour ceux qui aiment les énigmes. Rashi nous dit dans la Torah, pourquoi est-ce qu'on met le tzitzit? La Torah nous dit, mettez les tzitzit, et quand vous les verrez avec le trelet, ça vous rappelle les 613 mitzvot. Et Rashi dit, pourquoi ça nous rappelle les 613 mitzvot? Parce que la gematria, la valeur numérique du mot tzitzit, c'est 600. Il y a 8 nœuds dans les tzitzit, il y a 8 fils, il y a 5 nœuds. Alors 600 plus 8 plus 5, 613. C'est comme ça qu'on arrive au fait que le tzitzit nous rappelle les 613 commandements.
Alors, dans les études du Murex qu'on fait style Trellet, sont quelque chose de très intéressant. Vous savez que quand on voit une couleur, c'est qu'en fait la matière absorbe la lumière blanche du soleil et capte des longueurs d'onde en réverbère certaines, c'est ça qui donne la couleur. L'absorption des caractéristiques de la matière, c'est ce qu'on appelle le spectre d'absorption qui permet de définir les matériaux. Et le Trellet a un spectre d'absorption qui culmine à 613 nanomètres. C'est dans les jaunes-rouges. C'est ce qui est la couleur la plus absorbée par le Trellet. Alors voilà, si vous cherchez comment le Trellet nous rappelle les 613, si vous faites avec un spectrographe, le spectre d'absorption du Trellet, 613, il y a un pic d'absorption. Ça, c'était pour les petites choses sympathiques pour la fin. Il y a deux livres sur ceux qui cherchent. Il y a beaucoup d'autres livres, mais il y a deux qui sont principaux. Le livre de Rav Burnstein, mais surtout le livre de Baruch Sterman. Dans cette conférence, j'ai pris essentiellement de ce livre. L'Ithom Minashamem, goûter du ciel. Pour les non-hébraïsants, vous pouvez le trouver en anglais sous le nom de The Rarest Blue, le bleu le plus rare, de Baruch Sterman et Judy Taube Sterman, son épouse. Ils l'ont écrit ensemble. J'ai une photo, un tableau qui est chez moi à la maison. Donc c'était chez mes grands-parents. Donc c'est un tableau qui remonte à presque un siècle. Et si vous regardez, vous verrez que le talit a des bandes de trailettes. Ce n'est pas uniquement dans les tzitzit qu'on met des bandes bleues. Mais on avait l'habitude de mettre des bandes bleues pour se rappeler, un bleu indigo, bien sûr, pas le bleu de trailette, pour se rappeler que talit est bleu. Et les bandes noires que tout le monde connaît à la synagogue, en fait, c'est une réaction des antisionistes quand le bleu est devenu le symbole de l'État d'Israël, qui a choisi son symbole à partir du tableau. Pardon, je m'excuse un instant. Il me manque quelque chose qui était passé. Voilà. Pardon. Donc, c'est les bandes bleues, le tableau. Le drapeau de l'État d'Israël vient du Talit. David Wolfson nous raconte dans ses mémoires qu'au congrès de Bâle, Théodore lui a dit de préparer la salle pour le congrès et il dit mais il nous faut un drapeau. Et qu'est-ce que je pourrais prendre comme drapeau? Et j'ai une idée géniale, mais on a déjà nos couleurs à nous, le blanc et le bleu du tzitzit. Et c'est donc à part de ça, en mettant un tissu blanc avec deux bandes bleues pour rappeler le trelet du tzitzit et un Magen David qui est un symbole juif, il a créé au congrès de Bâle le drapeau d'État d'Israël. Et quand Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, des États-Unis, pardon, est venu en visite officielle en Israël, notre Premier ministre, Benjamin Netanyahu, lui a offert un drapeau d'Israël peint en trellette officielle, avec du vrai trellette de l'association Petit Trellette. Sur leur page Facebook, on voit un drapeau peint avec ce trellette pour boucler la boucle. Voilà. Alors, c'est non seulement le trellette de notre site, mais aujourd'hui, c'est aussi le trellette de notre drapeau. Merci pour votre attention. On va maintenant ouvrir le micro. S'il y a des questions, vous êtes les bienvenus. Voilà. Où est-ce qu'on débloque les micros? Alors, vous pouvez maintenant allumer les micros pour ceux qui ont des questions avec grand plaisir. Vous pouvez les allumer. Excusez-moi, monsieur Assaf. Je vous demandais par chat, est-ce que finalement, malgré tout, vous ne voulez pas y répondre, mais quel est aujourd'hui pour le port du titre avec Trellet? J'ai pas entendu la question. Je m'excuse, il y avait du bruit, là, je n'ai pas entendu la question. Non, je vous demandais juste, malgré que vous ne vouliez pas répondre explicitement, mais brièvement, quelle est la halakha aujourd'hui? Est-ce qu'on doit porter un talit avec un fil de Trellet ou pas? Bon, je ne veux pas rentrer dans ces conditions, je ne suis pas rabbin, vous demanderez à votre rabbin. Beaucoup de rabbins pensent que les deux sont aujourd'hui, c'est reconnu. On ne vous jettera pas en dehors du cimetière après 120 ans. On est d'accord qu'il y a des juifs qui mettent des trellettes, mais on comprend que beaucoup de rabbins, le Rav Burstein, dont j'ai cité, qui a écrit un livre. C'est Tanguy, le bonhomme qui parle. Myriam, attention. Je vais vous montrer le livre du Rav Burstein qui a écrit un livre sur le trellette. Un jour, j'ai guidé le Rav Burstein dans le cadre d'une excursion qu'il a fait pour ses élèves. Et j'ai demandé, monsieur le rabbin, mais tu écris un livre sur le trellette et toi-même, tu ne portes pas de trellette. Il dit oui, parce que moi, je fais comme mon rabbin. C'est une insulte à mon rabbin de faire différemment de lui. Donc, comme il ne le porte pas, je ne le porte pas non plus. Donc, je pense qu'il faudrait, mais je ne veux pas. Donc, aujourd'hui, on accepte comme légitime les deux opinions. Oui.
Bien, merci beaucoup. Il y a des rabbins qui supposent fermement, le Rav Aviner par exemple, l'archéologie n'est pas une raison pour changer la halakha, puisqu'on s'habitue à mettre le blanc, on continue le blanc, jusqu'à qu'on ait des preuves, qu'on ait une révélation, je ne sais pas d'où ou comment. Mais en tout cas, beaucoup de juifs passent outre à l'avis du Rav Aviner. Bon, il y a beaucoup d'autres avis qui sont pour et beaucoup de juifs mettent le trélet. Oui. Quelqu'un veut poser une question? Pas tellement de questions, Ariel, mais c'était vraiment d'une brillance et d'une clarté extraordinaire. Encore un grand merci. Merci, David. Bien, oui, s'il y avait parmi nous qui ont entendu qui sont guides, bien sûr, pas aussi long que cette conférence, mais c'est bien sûr quelque chose que je raconte quand on se promène sur la côte. On peut aller visiter le musée du Trélet. Je vous engage tous à aller au musée du Trélet au kibbutz Narsholim. Mais quand on est dans le nord du pays, c'est l'occasion de parler de ce Trélet. On peut aller à l'usine de Ptil Trélet, qui se trouve à Kfar Adumim, donc c'est près de Jérusalem, en descendant vers la mer Morte. Ils ont un bureau, un centre des visiteurs où ils vous montrent, où ils expliquent comment ils fabriquent. Vous pouvez aller là-bas, amener un bouche-nez parce que ça sent pas bon. Ça, on en a parlé déjà. Maintenant, ils sont en train de faire une salle un petit peu à part pour ne pas être incommodé par l'odeur. Et d'ailleurs, Ptil Trélet vous propose des stages de plongée sous-marine à Dor, où on va plonger, récupérer quelques coquillages et faire tout le processus depuis la pêche du coquillage jusqu'à atteindre même de la laine en bleu, en Trélet. Donc, ceux qui cherchent une idée un peu spéciale pour une bar mitzvah, bat mitzvah, d'aller faire un stage de plongée sous-marine à Chof d'Or, ça peut être sympa comme idée. Encore faut-il que… Merci beaucoup, Ariel. Merci, bonne journée. Merci à Midreshet Yehuda pour l'organisation. Je vois Rivka, j'ai vu Odile tout à l'heure, là je ne la vois pas, mais merci aux organisatrices, à Johan et à Lilmod pour le soutien logistique et informatique. Merci. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Ariel. Merci beaucoup, Ariel. Yom Tov à tout le monde. Au revoir.